Je me suis trompé au sujet de ma fille, et je ne veux pas dire cela dans un bon sens. Depuis 63 ans, j'ai toujours été fier de savoir juger les gens. J'ai enseigné l'histoire au lycée à Mississauga pendant 37 ans. Quand on passe sa vie devant une trentaine d'adolescents chaque jour, on apprend à lire dans les visages, à reconnaître ceux qui glissent un téléphone sous le bureau ou falsifient la signature de leurs parents sur un mot d'autorisation. Je pouvais repérer un mensonge à l'autre bout de la classe, mais je n'ai pas vu celui qui grandissait dans ma propre maison. Je m'appelle Robert Chen. Ma femme, Grace, est morte il y a 3 ans d'un cancer du pancréas. Ce fut rapide, 6 mois entre le diagnostic et les funérailles. Durant les dernières semaines, elle n'a cessé de me répéter des choses importantes au sujet de notre fille Melissa. Je ne voulais pas les entendre. Grace recevait de fortes doses de morphine, je croyais que la douleur et les médicaments la rendaient paranoïaque. Surveille Melissa, me murmurait-elle, sa main glacée dans la mienne. Surveille-la bien, Robert. Ce n'est plus la personne que nous avons élevée. Je la faisais taire doucement, lui disais de se reposer, que Melissa allait très bien. Notre fille était une agente immobilière prospère à Toronto, mariée à un conseiller financier nommé Derek. Il vivait dans un superbe condo à Yorkville, conduisait des BMW assortis, voyageait 2 fois par an à Turquie-Caicos. Le succès, voilà ce que je voyais. Grace, elle, voyait autre chose. Après sa mort, j'ai vendu notre maison de Mississauga. Trop de souvenirs, trop de pièces qui résonnaient de son absence. Je me suis installé dans un plus petit condo à Oakville, payé comptant, sans dette ni hypothèque. Grace et moi avions toujours été prudents. Entre ma pension d'enseignant, nos investissements et la vente de la maison, je vivais confortablement pas riche, mais en sécurité. Melissa m'appelait chaque dimanche. Elle me demandait si je mangeais bien, si je voyais mon médecin, si je m'étais fait des amis dans l'immeuble. Une fille attentionnée, dévouée à son père veuf. C'est ce que je croyais. Puis vint l'invitation. Un samedi matin d'août, Melissa s'est présentée chez moi sans prévenir. Elle portait une de ces tenues de sport de luxe qui coûtent plus cher que mon épicerie du mois. Ses mèches étaient fraîches, ses ongles impeccables. « Papa », dit-elle en me serrant dans ses bras, une odeur de parfum cher et fleuri flottant autour d'elle. « J'ai une surprise incroyable pour toi. » Elle me montra sur son téléphone des photos d'un complexe hôtelier en bord de lac à Muskoka, un de ces endroits exclusifs où les célébrités vont pour ne pas être vues. Ma meilleure amie de fac, Amanda, se marie là-bas le mois prochain. Mariage sur le week-end, tout compris. Papa, je veux que tu viennes. C'est mon cadeau. Tout est pris en charge, les vols, l'hôtel, les repas. Considère ça comme un remerciement. Un remerciement pour quoi? Pour tout. Pour m'avoir élevé, pour mes études, pour toujours avoir été là. Ses yeux se sont embués. Papa, je sais que ces 3 dernières années ont été difficiles. Tu mérites quelque chose de spécial. J'ai voulu protester, c'était trop cher, mais Melissa ne voulait rien entendre. Derek et moi, on s'en sort très bien, dit-elle, et quelque chose dans sa voix m'a alerté. Sa société d'investissement vient de conclure un énorme contrat. On peut se le permettre. S'il te plaît, papa, laisse-moi faire ça pour toi. Maman voudrait que tu sois heureux. C'est cette phrase qui m'a convaincu. Maman voudrait que tu sois heureux. Alors, j'ai accepté. Le complexe était à la hauteur de sa promesse, niché au bord d'un lac privé, entouré de pins, un lieu où les gens parlaient à voix basse et où le personnel se souvenait de ton nom après l'avoir entendu une seule fois. Ma chambre donnait sur l'eau, avec un balcon garni de chaises Muskoka et une salle de bain plus grande que mon premier appartement. Melissa et Derek sont arrivés 1 heure après moi. Ils ont pris soin de jouer les enfants attentionnés, s'assurant que j'étais à l'aise, m'encourageant à commander tout ce que je voulais. Derek me tapotait l'épaule sans arrêt, m'appelant « Pop », malgré mes demandes. Leur sollicitude sonnait faux, comme une pièce de théâtre trop répétée. « Papa, juste une petite chose », dit Melissa ce premier soir, alors que nous regardions le coucher du soleil sur la terrasse principale. Le complexe exige que tous les clients signent une décharge de responsabilité, pour les activités kayak, randonnée, ce genre de choses. Rien d'inquiétant. Je ne compte pas faire de kayak, ai-je répondu. Je sais, mais c'est la politique. Tout le monde doit signer. Je t'apporterai les papiers demain. C'est rapide. Quelque chose de froid a remué dans mon ventre. La voix de Grace, un murmure du passé, surveille-la bien, Robert.
J'ai chassé cette pensée. C'était ma fille, ma petite fille, celle qui m'apportait des pissenlits en criant qu'elle m'offrait de l'or, celle qui avait pleuré à sa première entrée. Le mariage devait avoir lieu le samedi. Le vendredi, un cocktail de bienvenue était organisé au bord du lac. C'est là que j'ai rencontré James Whitmore, un homme de mon âge, cheveux gris, visage buriné. Il regardait la foule d'un air détaché. Pas fan des mariages, lui ai-je lancé. Il s'est tourné, m'a observé, a souri un sourire sans chaleur. Pas fan de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cryptique. Désolé, je m'appelle James, ami du père du marié. Et vous? Robert, père de la meilleure amie de la mariée. Nous avons regardé le lac en silence. Puis il reprit, d'un ton prudent, Robert Chen? J'ai tourné la tête, surpris. On se connaît? Non, mais je connais votre gendre, Derek Mitchell. Il prononça le nom comme une insulte. Votre fille, Melissa, est mariée avec lui, n'est-ce pas? Tous mes réflexes d'enseignant s'allumèrent d'un coup. Que savez-vous de Derek? James regarda autour, puis me dit, on peut parler en privé. Nous avons marché jusqu'au bout du quai, loin des rires. Le soleil avait disparu, les étoiles apparaissaient. Il y a 2 ans, Derek m'a proposé un investissement, un fonds exclusif, rendement élevé, place limitée. Typique. Je suis un ancien de la GRC, j'aurais dû me méfier. Mais il était convaincant, professionnel, avec tous les papiers et les références. J'ai investi 200 000 $. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-il arrivé? Le fonds n'existe pas. Il n'a jamais existé. Derek a escroqué 15 familles, peut-être plus. Quand on a commencé à poser des questions, il a disparu. Tout était rédigé pour être légal, mais c'était moralement pourri. On a tout perdu. Et la police? J'étais la police, Robert. Derek agit dans la zone grise, juste au bord de la loi. Il sait jusqu'où aller sans franchir la ligne. J'ai pensé aux avertissements de Grace, à la générosité soudaine de Melissa, à la décharge de responsabilité. Pourquoi me dire ça? Parce que quand j'ai vu la liste des invités et votre nom, j'ai creusé un peu. Votre femme est morte il y a 3 ans, vous avez vendu votre maison, vous avez des avoirs. Derek a un schéma, il vise les personnes âgées aisées, souvent par l'intermédiaire de proches. Des gens qui font confiance. Ma fille ne ferait pas ça. Votre fille est mariée à lui. Elle profite de son argent. Elle conduit une voiture achetée avec les économies des autres. Je ne dis pas qu'elle sait tout, mais elle en sait assez. Et en ce moment, vous êtes vulnérable. Vous êtes seul. Et vous allez signer quelque chose. Vous êtes sûr de savoir ce que c'est? J'ai eu le vertige. Je dois voir ce document. Soyez prudent, dit James. Si Derek comprend que vous doutez, il s'adaptera. Ces gens ont toujours un plan B, je suis rentré à ma chambre hébété. La voix de Grace résonnait maintenant clairement dans ma tête. Je l'avais prise pour une malade délirante, mais elle avait vu ce que je refusais d'admettre, notre fille avait changé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé la lune danser sur le lac et repensé à tous ces petits signes ignorés, l'intérêt croissant de Melissa pour mes finances, ses conseils pour me simplifier la vie en lui donnant procuration, les questions de Derek sur mes placements, leur promesse d'alléger mes soucis. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision, s'ils voulaient que je sois le vieux veuf confus, alors c'est exactement ce qu'ils auraient. Le lendemain matin, j'affichais mon plus grand sourire quand Melissa arriva avec du café, des pâtisseries et les documents. Comme je te l'avais dit, super simple, gazouilla-t-elle en posant un dossier sur la table basse de ma chambre. Signe au bas de chaque page, j'ai déjà rempli toutes tes informations. Je mis mes lunettes de lecture, les vraies cette fois, pas celles de fantaisie, et fis semblant de survoler les pages, mais je lus chaque mot. Ce n'était pas une décharge de responsabilité. C'était une demande d'hypothèque inversée pour mon condo d'Oakville. Les termes donnaient à la société d'investissement de Derek un accès immédiat à 80% de la valeur nette de ma maison, soit environ 600 000 $. Les paiements mensuels seraient prélevés automatiquement sur mon compte bancaire. En cas de retard, la société pourrait saisir la propriété. Le document était rédigé de manière magistrale. Pour un lecteur distrait, il ressemblait à un simple formulaire administratif de villégiature, mais enfoué dans le jargon juridique se cachait une véritable machination financière. Mes mains tremblaient,
je dus me concentrer pour les garder stables. « Papa, ça va ?» demanda Mélissa, penchée vers moi, inquiète ou feignant l'inquiétude. Je ne savais plus. Juste les yeux fatigués, tu sais. Je lui souris. À cette étrangère portant le visage de ma fille. « Où dois-je signer ?»« Ici, et là, répondit-elle, trop enthousiaste. Je signai 3 fois, Robert Chêne, à l'encre bleue, mon écriture tremblante volontairement. Je voulais qu'elle ressemble à celle d'un vieil homme confus, exactement celui qu'il pensait manipuler. Parfait, dit-elle en rassemblant les papiers. Derek s'occupe de tout le traitement. Maintenant, allons prendre le petit déjeuner, ils ont les meilleurs œufs bénédictines du complexe. Dès qu'elle partit, je sortis mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. J'appelai James Whitmore. J'ai besoin de ton aide, et du nom de ton avocat. James me mit en contact avec Catherine Brennan, une avocate spécialisée dans les abus financiers envers les personnes âgées. Elle assistait au mariage comme invitée, la tante du marié. Moins d'1 heure plus tard, elle était dans ma chambre, examinant les photos des documents que j'avais pris avant de signer. « C'est de la fraude », dit-elle d'un ton ferme. Une fraude claire et punissable, mais il faut être stratégique. Si on les confronte maintenant, ils parleront de malentendus, diront que vous saviez ce que vous signez, que vous êtes un vieil homme confus. Il nous faut une preuve d'intention. Que proposez-vous? Vous avez signé, mais ils n'ont pas encore déposé les documents. Ils attendront probablement après le mariage, quand vous serez rentré. Ils veulent de la distance entre la signature et le dépôt. Cela nous donne du temps. Elle leva les yeux de son ordinateur. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de difficile, continuez à jouer le jeu. Faites semblant d'être naïf et confiant. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Combien de temps? Jusqu'à ce que nous puissions refermer le piège. Cet après-midi-là, je jouais le rôle du père heureux, assistant à la répétition du mariage, complimentant la décoration, racontant des anecdotes sur Mélissa enfant. Derek ne cessait de me tapoter l'épaule, m'appelant « Pop », parlant de famille. Chaque contact me donnait la chair de poule. Le soir, un dîner de répétition somptueux nous attendait, nappe blanche, vin plus cher que mes courses hebdomadaires. J'étais assis entre Mélissa et Patricia Yates, la mère du marié. Patricia, charmante et polie, me confia au milieu du repas que son mari venait de prendre sa retraite. « Nous cherchons des opportunités d'investissement, dit-elle. Derek nous a parlé d'un fonds qu'il gère. Rendement impressionnant. » Mon sang se glaça. Vraiment? Oui, il a été si serviable. Il nous a même offert un rabais familial, puisqu'on est tous ici. Elle sourit. Il a dit que vous investissiez avec lui depuis des années, qu'il vous avait beaucoup aidé depuis le décès de votre femme. Je sentis Mélissa se raidir. Ah oui, répondis-je d'un ton neutre. Derek surgit à mon côté, lisse comme de l'huile. Pop, je parlais à Patricia d'options prudentes pour leur retraite. Rien de risqué. Je voulais juste aider, vu qu'on célèbre ensemble. Bien sûr, toujours prêt à aider, c'est toi, dis-je calmement. Quelque chose passa dans ses yeux, de la suspicion peut-être. Après le dîner, je prétextai la fatigue et me retirai. Dans ma chambre, j'appelai Catherine. Il chasse, lui dis-je. Un autre couple, Patricia et son mari. Derek les cible déjà. Vous avez leur nom? Patricia Yates, le prénom du mari m'échappe. Parfait, plus il y a de victimes reliées, plus notre dossier sera solide. Mais soyez prudents. Je le serai, répondis-je, mais j'étais plus que prudent, j'étais calculateur. Cette nuit-là, je fis quelque chose que Grace aurait adoré, je partis à la chasse aux preuves. Le centre d'affaires du complexe était vide à 23 heures. Je m'assis et commençai à fouiller, site web de la société de Derek Mitchell, registre, avis, inscription commerciale. Tout semblait légitime en surface, mais en croisant les dates et adresses, un schéma apparut, la société avait été enregistrée 4 fois en 5 ans, sous des noms légèrement différents, toujours avec la même structure. Chaque entité durait environ 18 mois avant de disparaître. Juste assez pour collecter des fonds, trop peu pour être inquiété. Je trouvais cet témoignage identique à celui de James, promesse de rendement, présentation impeccable, puis perte soudaine attribuée au marché. Je tout imprimai, puis continuai mes recherches. C'est là que je trouvai le nom de Grace. Dans un document juridique vieux de 2 ans et demi.
Grace Elizabeth Chen avait contacté un avocat, Howard Stern, son ami d'université. Il s'agissait d'un acte de fiducie, dont j'ignorais l'existence. Mon condo n'était pas entièrement à mon nom. Grace avait créé une fiducie 6 mois avant sa mort. Le bien était détenu conjointement, mais avec des clauses précises, il ne pouvait être vendu ni hypothéqué sans l'accord du fiduciaire, Howard Stern. Toute tentative suspecte déclenchait un examen juridique immédiat. Grace m'avait protégé, même après sa mort. Je restais là, en larmes. Pas des larmes calmes, mais des sanglots profonds. Elle savait. Même sous morphine, elle avait compris. Elle avait essayé de me prévenir, et je ne l'avais pas écoutée. Mais elle m'avait tout de même sauvé. Je me ressaisis, imprimai les documents, rentrai dans ma chambre et rappelai Catherine. Les papiers qu'ils m'ont fait signer sont nuls, ma femme a mis la maison en fiducie. Derek ne peut pas y toucher. Robert, c'est brillant. Mais ils ne le savent pas encore. Demain, pendant le mariage, ils croiront avoir réussi leur arnaque. C'est là qu'on les cueillera. Comment? Laissez-moi faire. Préparez-vous seulement. Et Robert, votre femme était une femme exceptionnelle. La plus exceptionnelle, répondis-je. Le mariage fut magnifique. Je leur accorde cela, Melissa et Derek savaient mettre en scène. La cérémonie, au coucher du soleil, sur un ponton de bois au-dessus de l'eau, était d'une beauté saisissante. La mariée en soie ivoire, le marié en larmes pendant les vœux, tout était digne d'Instagram. J'étais assis au 3e rang, incapable de concilier cette image radieuse avec celle de la femme qui avait tenté de me voler ma maison. À la réception, Derek brillait, serrant des mains, charmant tout le monde. Je le vis coincer Patricia et son mari David près du bar, leur montrant son téléphone sans doute des graphiques, des rendements projetés, des témoignages. Melissa riait, prenait des photos, postait en direct, célébrait l'amour avec ceux qui comptent le plus. Famille avant tout. Reconnaissante. Ce que je ressentis alors, ce n'était plus de la tristesse. C'était de la colère. Les discours commencèrent à 20h. Témoins, demoiselles d'honneur, parents des mariés. Puis Derek se leva, bien qu'il ne fasse pas partie du cortège. Je voudrais dire, commença-t-il d'une voix chaleureuse, combien cela signifie d'avoir tout le monde ici, surtout Robert, mon beau-père. Pop, lève-toi. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je me levai, mal à l'aise. Robert a perdu sa femme il y a 3 ans. Grace était une femme incroyable, et Melissa et moi considérons comme un privilège de veiller sur lui désormais. La famille prend soin de la famille. À Robert, que tu saches toujours que tu es aimé et protégé. La salle applaudit. Les gens me sourirent avec compassion. Melissa essuyait ses yeux. Je me suis assis, le visage en feu. Catherine Brennan se leva à son tour. Si je peux ajouter quelque chose, dit-elle, sa voix portant à travers la salle. Je suis Catherine, la tante du marié. Je suis aussi avocate, spécialisée dans le droit des aînés. Et je tiens à appuyer ce que Derek a dit sur la famille. Elle marqua une pause. La famille doit protéger la famille, c'est pourquoi je veux partager quelque chose d'important avec vous tous. Le sourire de Derek se figea. Hier, Robert Chen a signé des documents fournis par Derek Mitchell. Des documents que Robert croyait être des décharges de responsabilité pour le complexe hôtelier. Ce n'en était pas. C'étaient des demandes d'hypothèque inversées destinées à s'emparer de sa maison. Un silence absolu s'abattit dans la salle, ce genre de silence où l'on entend la glace fondre dans les verres et le tissu bouger. Ce matin, reprit Catherine, j'ai contacté 3 autres familles présentes à ce mariage que Derek avait approché pour des opportunités d'investissement. La famille Whitmore, qui a perdu $200 000, la famille Patterson, $300 000, et la famille Yates, qui n'avait pas encore investi, mais comptait le faire ce week-end. Patricia Yates eut un hoquet d'effroi. De plus, poursuivit Catherine, j'ai pris contact avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la GRC. Ils enquêtent sur la société d'investissement de Derek Mitchell pour fraude. Les preuves que Robert a fournies hier soir étaient la pièce manquante dont ils avaient besoin. 2 hommes en costume entrèrent dans la salle de réception. Pas des invités. Des officiers. Derek prit la fuite. Il se mit réellement à courir, bousculant la foule vers la sortie, mais James Whitmore, ancien de la GRC, toujours plus vif qu'il n'en avait l'air, était là. Derek s'effondra sur le sol poli,
le genou de James dans le dos. La mariée hurla. Une flûte de champagne tomba. Le magnifique mariage implosa en quelques secondes. Mélissa se tourna vers moi, le visage blême. Papa, je ne savais pas. Tu dois me croire. Je ne savais pas ce que faisait Derek. Tu en savais assez, dis-je doucement. Tu m'as apporté les documents. Tu as pressé pour la signature. Tu m'as regardé signer la perte de ma maison. Et tu as souri. Mais Derek m'a dit que c'était juste de la paperasse, que ça t'aiderait financièrement. Ne me mens pas, Mélissa. Pas maintenant. Plus jamais. Son visage se décomposa, mais elle ne pleurait pas pour moi, ni pour ce qu'elle avait fait. Elle pleurait pour elle-même, pour la BMW, le condo et le mode de vie qui allait disparaître. Je suis ta fille, murmura-t-elle. Ma fille est morte avec ta mère, répondis-je. Je ne m'en rends compte que maintenant. La police arrêta Derek au mariage, multiples chefs d'accusation fraude, abus envers une personne âgée, exploitation financière illégale. Ils saisirent son téléphone, son ordinateur et tous les documents que Mélissa transportait. Le mariage s'acheva prématurément. Les invités partirent en petits groupes, murmurant, choqués. La mariée était inconsolable, sa journée parfaite ruinée. J'éprouvais presque de la pitié. Presque. Plus tard, sur le quai, James Whitmore me retrouva. Le complexe était silencieux, seul le clapotis de l'eau contre les pilotis. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Demande-moi dans un an. Pour ce que ça vaut, tu as fait ce qu'il fallait. » Derek aurait continué. Les Yates, et d'autres après eux. Tu les as arrêtés. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour moi. Et pour Grace. Je lui parlais de la fiducie, des avertissements de Grace que j'avais ignorés, de la façon dont elle m'avait protégé malgré moi. Elle avait l'air spéciale. Elle l'était. Elle avait vu Mélissa pour ce qu'elle devenait, ou peut-être pour ce qu'elle avait toujours été. Nous restâmes silencieux un moment. Puis James posa la question que j'évitais, et maintenant, avec Mélissa ? C'est une adulte. Elle a fait ses choix. Je ne peux pas la sauver de leurs conséquences. C'est quand même ta fille. Est-ce que c'est vraiment le cas ? La Mélissa que j'ai élevée n'aurait jamais fait ça. Cette personne n'existe plus. Peut-être qu'elle n'a jamais existé. Peut-être que Grace et moi avons juste inventé l'histoire de celle qu'on voulait qu'elle soit. James hocha lentement la tête. Je comprends. Après mon divorce, j'ai longtemps cru que mon ex-femme redeviendrait la femme que j'avais épousée. Il m'a fallu des années pour accepter qu'elle avait toujours été celle-là, et que je la voyais simplement à travers un mauvais prisme. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? On fait son deuil. On avance. On fait mieux la prochaine fois. Je passai une dernière nuit au complexe, sur le balcon, à regarder les étoiles se refléter sur le lac. Je pensais à Grace, à notre vie, à notre fille. À la confiance, et à la facilité avec laquelle elle peut devenir une arme. Vers minuit, on frappa à ma porte. Mélissa. Papa, s'il te plaît, je dois te parler. Elle avait l'air épouvantable, maquillage coulé, robe froissée, yeux rouges de larmes. Derek a été arrêté, dit-elle inutilement. Je sais. Ils disent 3 à 5 ans. Son avocat pense plus si les autres victimes portent plainte. Elles le feront. Papa, qu'est-ce que je vais faire ? Le condo est à son nom. Les voitures sont louées au nom de la société. Tout est parti. Je la regardais. Cette femme qui portait le visage de ma fille. Et je ne ressentis rien. Ni colère, ni compassion. Juste un vide immense là où se trouvait autrefois mon amour. Tu t'en sortiras, Mélissa. Tu es agente immobilière. Tu comprends les biens, les contrats, et comment gagner ta vie. Tu t'en sortiras. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ton aide, de ton argent, de ta maison. Je secouai la tête. Non. Tu as fait des choix. Des choix d'adulte. À toi d'en assumer les conséquences. Je suis ta fille. Ma fille est morte il y a 3 ans. Grace le savait. Elle a essayé de me le dire. Je n'ai pas écouté. Ce n'est pas juste. J'ai fait des erreurs. Tu as essayé de me voler ma maison, Mélissa. Tu m'as amené ici, isolé,
fait signer des papiers qui m'auraient rendu sans abri. Ce ne sont pas des erreurs. C'est de la cruauté calculée. Elle me fixa, et un instant, je vis quelque chose passer dans son regard. Pas du remords. De la colère comme si j'étais celui qui exagérait. Très bien, dit-elle froidement. Si c'est comme ça que tu veux les choses. Ce n'est pas ce que je veux. C'est ce qui est. Elle tourna les talons, ses escarpins claquant sur le parquet. Je fermai la porte, écoutant le bruit s'éloigner. Je ne pleurais pas. J'avais tout pleuré la veille en lisant les documents de la fiducie de Grèce. Maintenant, je ne ressentais que la fatigue. Une fatigue qu'aucun sommeil ne peut guérir. Le lendemain matin, je partis tôt. James m'avait proposé de me ramener à Oakville, il vivait à Burlington, à 15 minutes de là. Nous roulâmes en silence, le soleil du matin brillant sur l'autoroute. « Tu vas t'en sortir ?» demanda-t-il en arrivant à mon immeuble. « Avec le temps. Grèce m'a laissé les outils. Il me reste à apprendre à m'en servir. » Lesquels ? Faire confiance, mais vérifier. Aimer, mais se protéger. Croire en l'humain, mais savoir qu'il peut changer. James sourit. Ta femme était une femme intelligente. Oui. J'aurais dû mieux l'écouter. Nous échangeâmes nos numéros, la promesse de rester en contact. Je montai dans mon condo, celui que Grèce avait protégé, celui que j'avais failli perdre. Tout était comme je l'avais laissé, propre, calme, sûr. Mais quelque chose avait changé. Ou peut-être que c'était moi. J'ouvris la boîte des affaires de Grèce au fond du placard, ses bijoux, son écharpe préférée, le journal qu'elle tenait pendant ces derniers mois. Je n'avais jamais pu le lire. Je l'ouvris enfin. Les premières pages dataient de 6 mois avant son diagnostic, de simples observations. Les questions de plus en plus insistantes de Mélissa sur nos finances, le charme calculé de Derek, l'importance croissante que notre fille accordait à l'argent. Puis vint le diagnostic, et les entrées changèrent. Elles devinrent des instructions, contacter Howard Stern au sujet d'une fiducie, protéger le condo, surveiller les signes d'abus financiers, ne rien faire signer à Robert sans qu'il lise attentivement. La dernière entrée datait de 3 jours avant sa mort, Robert sera en colère quand il découvrira ce que j'ai fait. Il pensera que j'étais paranoïaque, que je ne faisais pas confiance à notre fille. Mais je la connais mieux qu'il ne veut le croire. Je vois ce qu'elle devient. Je ne peux pas l'arrêter, mais je peux le protéger d'elle. Parfois, la partie la plus difficile de l'amour, c'est d'accepter que les gens qu'on élève deviennent des étrangers. J'espère qu'il me pardonnera. J'espère qu'il comprendra. J'espère qu'il survivra à ce qui arrive. Je t'aime, Robert. Même quand tu es têtu, même quand tu refuses de voir la vérité, surtout à ce moment-là. Je restais assis sur le sol, son journal dans les mains. Et cette fois, quand j'ai pleuré, c'était différent, ni chagrin ni colère, mais quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Grèce avait vu la vérité que je refusais. Elle m'avait protégé quand je ne savais pas le faire moi-même. Elle m'avait aimé assez pour accomplir l'acte le plus dur. 3 semaines plus tard, la date du procès de Derek fut fixée. Le procureur avait un dossier solide, plusieurs victimes, des preuves claires, une fraude systématique. Son avocat tenta un accord, 18 mois de prison et restitution. Catherine Brennan m'appela pour témoigner. Je le ferai, dis-je. Quoi qu'il en coûte. Et Mélissa ? Elle sera sûrement là. Alors moi aussi. L'audience préliminaire eut lieu en septembre, au palais de justice du centre-ville de Toronto. J'ai pris le bus, vêtu de mon plus beau costume, le dossier de documents préparé par Catherine à la main. Mélissa était là, assise au fond de la salle d'audience, portant une robe modeste, sans bijoux. Sa coiffure était plus simple désormais. Toute son apparence criait, moi aussi, je suis une victime. Peut-être qu'elle l'était. Peut-être qu'elle n'avait vraiment pas compris ce que faisait Derek. Peut-être qu'elle s'était laissée emporter par ce mode de vie et n'avait pas posé de questions parce qu'elle ne voulait pas connaître les réponses. Ou peut-être qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je ne savais plus. Je ne savais même plus si cela avait encore de l'importance. J'ai témoigné pendant 40 minutes, décrivant le mariage, les documents, les signatures. J'étais calme, factuel, implacable. L'avocat de Derek a tenté de suggérer que je savais ce que je signais, que j'étais âgé, confus et que ma mémoire me trompait. Catherine a détruit cet argument en 3 questions.
Monsieur Chen, combien d'années avez-vous enseigné au lycée? 37. Et pendant ces années, combien de dissertations avez-vous lues et corrigées environ? Des dizaines de milliers. Vous considérez-vous comme quelqu'un qui lit attentivement les documents avant de les signer? Toujours. Derek a été condamné à 4 ans de prison. Avec bonne conduite, probablement 3. Le juge a évoqué la vulnérabilité des victimes, la nature calculée de la fraude et l'absence de véritable remords. Melissa a quitté la salle avant la lecture du verdict. Je l'ai vue dans le couloir, téléphone à la main, déjà en train de préparer sa prochaine manœuvre. Je suis passé près d'elle sans dire un mot. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon à Oakville, regardant le soleil se coucher sur le lac. Pas la beauté immaculée du complexe de Muskoka, mais mon lac, mon coucher de soleil, ma maison. James a appelé pour prendre de mes nouvelles. Nous prenions un café toutes les 2 semaines. Il comprenait ce que c'était que de pleurer quelqu'un qui est encore en vie. Comment tu te sens, m'a-t-il demandé. Plus léger, ai-je répondu, surpris moi-même. Comme si je portais quelque chose de lourd et que je l'avais enfin déposé. La trahison, les faux semblants. Pendant 3 ans, j'ai fait semblant que Melissa était encore la fille que j'avais élevée. Fait semblant que tout allait bien. Fait semblant que Grace avait tort. C'était épuisant. Et maintenant, j'ai fini de prétendre que Grace avait raison. Melissa a changé, ou elle a simplement révélé sa vraie nature, ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, elle n'est plus ma responsabilité. C'est dur, peut-être, mais c'est aussi honnête. Grace approuverait cela. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Melissa après le procès. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé à Vancouver pour recommencer. Elle n'a jamais appelé, jamais écrit. Moi non plus. Parfois, on me demande si je le regrette, si j'aurais dû lui pardonner, lui donner une autre chance. La réponse est non. Pas parce que je suis cruel, mais parce que Grace m'a appris quelque chose dans ces derniers mois. Quelque chose que j'ai mis 3 ans à comprendre. Aimer ne veut pas dire accepter la maltraitance. La famille ne veut pas dire se sacrifier. Et parfois, le geste le plus courageux, c'est de laisser partir quelqu'un. J'ai 63 ans aujourd'hui. J'ai de bons amis, une maison confortable, et la sagesse de Grace qui me protège depuis l'au-delà. Je lis parfois son journal, surtout les jours difficiles, et j'entends sa voix à travers les mots, observe attentivement, Robert. Fais confiance, mais vérifie. Protège-toi, même quand l'amour te pousse à être vulnérable. Elle avait raison sur tout. Je m'étais trompé sur ma fille. Et je ne dis pas cela dans un bon sens, mais je l'accepte désormais, parce que parfois, la vérité la plus importante est celle qu'on refuse de voir. Et le plus grand cadeau que quelqu'un puisse te faire, c'est de te protéger de tes propres angles morts. Grace m'a offert ce cadeau. Même dans la mort, elle continuait à m'enseigner. J'aurais juste aimé l'écouter plus tôt. Mais maintenant, je l'écoute.